Le marteau du commissaire-priseur était suspendu dans l'air, une hache de bois précieux prête à sceller son destin. Élodie se tenait sur l'estrade, baignée par la lumière crue des projecteurs qui transformaient sa robe de soie en un linceul scintillant. Autour d'elle, le velours rouge des salons parisiens semblait absorber les murmures venimeux de la haute société, ce même monde qu'il avait autrefois adulé et qui savourait aujourd'hui sa chute avec une cruauté feutrée. Elle n'était plus Élodie Dubois, l'héritière. Elle était devenue un lot, un objet de curiosité mis aux enchères pour éponger les dettes colossales de sa famille. Chaque regard posé sur elle était une pierre, chaque chuchotement un coup de poignard. Elle sentait le poids de son nom, autrefois un blason, désormais une marque d'infamie. La porte de sa liberté était en train de se fermer et la clé était entre les mains d'inconnus avides de posséder un morceau de sa déchéance. Puis, une silhouette se détacha de la pénombre au fond de la salle, un homme dont la présence brute et silencieuse tranchait avec l'élégance surannée de l'assemblée. Il n'appartenait pas à ce monde de faux semblants et de sourires polis. Ses épaules larges, taillées par le vent et le travail de la terre, parlaient un langage de force et de patience. Ses mains, qu'elle devinait calleuses, restaient posées sur ses genoux, mais son regard, lui, était une flèche de glace qui la transperçait. Il la fixait sans ciller, qu'un prédateur observant sa proie avec une intensité qui semblait consumer l'oxygène entre eux. Il n'y avait ni désir ni pitié dans ses yeux, seulement la lueur froide d'une mémoire ancienne, une promesse de règlement de compte que seule elle pouvait comprendre. C'était un fantôme de son passé, un homme qu'elle avait cru effacé par le temps, revenu des terres sauvages de Camargue pour la réclamer. Un chiffre tomba de ses lèvres, si exorbitant qu'il aspira l'air de la salle. Le silence se fit dense et palpable, rompu seulement par le frémissement choqué des éventails et les soupirs incrédules. Ce n'était plus une enchère, c'était une déclaration, une prise de possession. Le montant n'avait aucun sens, sinon celui d'affirmer un pouvoir absolu, de montrer à tous qu'il pouvait acheter non seulement son temps, mais aussi son humiliation. Leurs regards se croisèrent enfin à travers la mer de visages stupéfaits. 10 ans s'étaient évaporés en une seconde. Elle revit le jeune homme qu'elle avait abandonné, le cœur brisé et l'orgueil en miettes. Mais devant elle se tenait un roi, forgé dans le feu de cette même blessure, et son royaume était bâti sur les ruines de leur histoire. Il venait réclamer sa dette, et le prix était sa dignité. Si le choc de ce destin scellé par l'argent et la vengeance a déjà fait vibrer une corde sensible en vous, alors abonnez-vous pour accompagner nos personnages dans la tempête qui s'annonce. Un simple j'aime nous dira que vous ressentez, vous aussi, le poids de ce regard qui traverse une décennie de silence. Le coup sec du marteau résonna comme une sentence irrévocable, un point final à sa vie d'avant. Adjugé. La voix du commissaire-priseur, habituellement joviale, était empreinte d'une gravité solennelle. La salle explosa en un tumulte de conversations feutrées, les yeux se tournant de la proie vers le prédateur. Élodie sentit ses jambes flageoler, mais elle resta droite, une statue de marbre au cœur battant la chamade. C'était donc lui, Luc, le garçon qu'elle avait méprisé, l'homme qu'elle avait effacé de sa mémoire, avec la lâcheté de la jeunesse et la pression de sa famille. Il avait survécu. Plus que survécu, il avait prospéré, et il était revenu non pas pour la sauver, mais pour lui faire face, pour lui montrer l'étendue de ce qu'elle avait jeté. La vente n'était pas un acte de charité déguisé, c'était le premier acte d'une vengeance méticuleusement préparée pendant une décennie. Pourtant, au milieu de ce naufrage public, une flamme refusait de s'éteindre en elle. Alors que les regards pleins de pitié ou de mépris la déshabillaient, elle puisa dans les dernières réserves de sa fierté. Elle redressa imperceptiblement les épaules, relevant le menton d'1 millimètre à peine. Un geste de défi silencieux que personne ne remarqua, sauf peut-être lui. Elle ne pleurerait pas. Elle ne supplierait pas. Elle avait perdu sa fortune, son statut, et maintenant sa liberté pour une semaine. Mais elle ne lui donnerait pas la satisfaction de voir sa détresse. Elle était une Dubois, et même dans la ruine, elle portait son nom comme une armure invisible. Cette semaine serait une épreuve, un chemin de croix sous le regard de son bourreau, mais elle le traverserait la tête haute. Elle était peut-être un bien acheté, mais son âme, elle, n'était pas à vendre. Luc se leva lentement, sa haute stature dominant l'assemblée. Il ne lui accorda pas un regard en traversant la salle,
son attention entièrement tournée vers l'estrade où se signait sa déchéance. Il se déplaçait avec une grâce animale, une assurance tranquille qui imposait le respect. Chaque pas était mesuré, chaque geste empreint d'une autorité naturelle. Il signa le contrat d'un trait ferme et noir, le document qui faisait d'elle sa propriété pour 7 jours. Puis, et seulement alors, il tourna la tête vers elle. Son visage, buriné par le soleil de Camargue, était une toile impénétrable d'émotions contenues. Il n'y avait ni triomphe ni joie dans son expression, mais quelque chose de plus profond, de plus sombre. Une douleur ancienne, transformée en une détermination d'acier. Il lui fit un signe de tête à peine perceptible, un ordre muet. Le jeu venait de commencer, et il en avait écrit toutes les règles. Le silence dans l'habitacle de la voiture était plus assourdissant que les murmures de la salle des ventes. C'était un silence lourd, tissé de 10 années de ressentiment et de non-dits. Élodie fixait les lumières de Paris, qui défilaient derrière la vitre teintée, des traînées de diamants fondus qui peignaient les larmes qu'elle refusait de verser. Chaque pont illuminé, chaque façade haussmannienne était un rappel cruel du monde qu'il avait érigé en idole avant de la jeter au lion. Assis à côté d'elle, Luc ne disait rien, son profil dur se découpant dans la pénombre. Il conduisait avec une concentration féroce, ses mains agrippées au volant, comme s'il tenait les rênes de son destin et du sien. Elle était dans sa voiture, sur sa route, suivant ses règles. La cage dorée de son existence venait simplement d'être remplacée par une autre, plus sombre et infiniment plus personnelle, dont le gardien connaissait toutes ses faiblesses. Son esprit s'échappa, fuyant la prison de cuir pour se réfugier dans les salles de bal de son passé. Elle se revit parée de lumière, le rire facile, le monde à ses pieds. Elle était la fille de Jean-Pierre Dubois, un nom qui ouvrait toutes les portes, qui faisait taire les critiques et attirait les sourires les plus convoités. Elle se souvenait du bruissement de la soie contre sa peau, du goût du champagne millésimé sur ses lèvres, de la chaleur des regards admiratifs qui la suivaient à chaque pas. C'était une vie de certitude, un univers où la beauté et la richesse étaient des armures invincibles. Elle croyait en ce conte de fées, elle en était l'héroïne incontestée. La pauvreté, la lutte, le labeur étaient des concepts abstraits, des histoires lues dans des livres, mais jamais une réalité tangible. Elle flottait au-dessus du commun des mortels, protégée par une fortune qu'elle pensait éternelle et un statut qu'elle croyait inébranlable. Mais les échos de cette vie s'étaient tus, remplacés par le fracas de la ruine. La mort soudaine de son père avait révélé un abîme de dettes, un empire construit sur du sable. Les amis s'étaient évaporés comme la rosée du matin, leurs invitations se tarissant plus vite que les comptes en banque. Les portes autrefois grandes ouvertes se refermaient avec un claquement sec, la laissant sur le seuil, seule face au vent glacial de la disgrâce. Les murmures admiratifs s'étaient mués en chuchotements méprisants. On la montrait du doigt dans les mêmes salons où on l'avait applaudie. Elle était devenue un fantôme dans sa propre ville, une histoire que l'on se racontait à voix basse pour se rassurer sur sa propre fortune. La honte était une cape lourde qu'elle portait chaque jour, une seconde peau qui l'étouffait. La vente aux enchères n'était que le point culminant de cette lente et douloureuse exécution sociale. La voiture s'immobilisa sur le tarmac d'un aérodrome privé, loin des yeux indiscrets de la capitale. La transition était brutale, d'un monde à l'autre sans un mot d'explication. Luc coupa le moteur et le silence revint, plus dense encore. C'est alors qu'une étincelle de défi s'alluma dans le cœur d'Élodie. Elle le regarda, vraiment, pour la première fois depuis 10 ans. Sous la carapace de l'homme puissant, sous les traits durcis par le soleil et le succès, elle crut déceler une fraction de seconde le garçon aux mains pleines de terre et aux rêves trop grands qu'elle avait connus. Cette vision fugace ne la fit pas fléchir, au contraire. Elle lui rappela qu'il était un homme, pas un dieu. Un homme qu'elle avait blessé, certes, mais un homme. Et elle ne serait pas une poupée brisée dans sa collection de trophées. Elle avait tout perdu, mais il lui restait son orgueil, un vestige tenace de ce qu'elle avait été. L'avion privé décolla dans la nuit, la laissant suspendue entre deux mondes, entre la vie qu'elle avait perdue et celle qui lui était imposée. Le damier ordonné des lumières parisiennes laissa place à une obscurité profonde, puis aux premières lueurs d'un jour nouveau sur une terre sauvage et indomptée. La Camargue. Elle regarda par le hublot cette étendue plate et mystérieuse, un paysage d'eau, de sel et de vent. L'odeur de terre humide et de marais
s'infiltra dans la cabine lorsque l'appareil se posa, un parfum brut qui contrastait violemment avec les fragrances sophistiquées de sa vie passée. C'était son monde à lui, un royaume qu'il avait bâti de ses mains, loin du faste et de l'hypocrisie de Paris. Un royaume où elle n'était plus personne, sinon l'objet de sa vengeance. Elle sentit un frisson la parcourir, un mélange de peur et d'une étrange, terrible curiosité. Le chemin de terre s'arrêta devant un mas en pierre, une bâtisse solide et sans fioritures, qui semblait avoir poussé de la terre elle-même, entourée de clôtures blanches où des chevaux magnifiques paissaient en liberté. Sa robe de créateur souillée par le voyage paraissait déplacée, presque obscène dans ce décor d'une authenticité brutale. Luc descendit et lui ouvrit la porte, non avec galanterie, mais avec l'autorité d'un geôlier. Le seuil était là, une ligne invisible entre sa vie perdue et sa captivité. Elle hésita une seconde, le cœur battant à tout rompre. Le vent sauvage de la Camargue souleva une mèche de ses cheveux, comme pour la pousser en avant. Elle inspira profondément cet air nouveau, chargé de promesses et de menaces. Puis, elle franchit la porte, laissant derrière elle les ruines de son nom et entrant de plein pied dans l'arène de son juge. L'intérieur du mât la saisit par sa simplicité brute. Le parfum du bois ciré, du cuir usé et de la terre humide s'infiltrait par les murs de pierre. Un contraste violent avec les fragrances poudrées des salons parisiens. La porte se referma derrière elle avec un claquement lourd, le son d'une serrure qui se verrouille sur son ancienne vie. Luc ne bougeait pas, il l'observait simplement, comme on étudie une créature exotique et fragile, égarée dans un monde qui n'est pas le sien. Sa robe de soie, autrefois un étendard de sa splendeur, semblait maintenant une parure ridicule, une provocation silencieuse. Elle sentait son regard la parcourir, un regard qui ne la déshabillait pas de désir, mais de ses illusions. Chaque meuble rustique, chaque poutre apparente, chaque ombre dansante projetée par le feu de cheminée lui rappelait qu'elle n'était plus qu'une invitée forcée dans le royaume de l'homme qu'elle avait tenté de détruire. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était plus grave et plus rocailleuse que dans ses souvenirs, façonnés par le vent et les ordres criés aux bêtes sauvages. « Pendant 7 jours, tu oublieras ton nom. Tu n'es pas Élodie Dubois ici. Tu es mon acquisition, le prix de ma patience. » Ces mots tombaient comme des pierres, sans inflexion, sans colère apparente, ce qui les rendait d'autant plus cruels. Il ne la regardait plus, son attention portée sur le contrat qu'il posa sur une table en chêne massif. « Ta chambre est à l'étage. Il n'y aura pas de domestique pour te servir, pas de robe de bal à enfiler. Tu apprendras ce que signifie gagner son pain, ne serait-ce que par l'obéissance. » Il y avait dans son ton une satisfaction froide, la jouissance d'un homme qui a attendu son heure et qui savoure chaque seconde de sa revanche. Il inversait le monde, la ramenant à la terre qu'elle avait tant méprisée. Une étincelle de défi s'alluma dans les yeux d'Élodie, une lueur froide qui refusait de s'éteindre. Elle fit un pas en avant, le bruissement de sa robe de soie brisant le silence pesant. Sa voix, à sa propre surprise, était claire et stable, dénuée de la moindre trace de tremblement. « 10 ans, dit-elle doucement, chaque syllabe étant une petite lame acérée. Vous avez attendu 10 ans pour ce petit théâtre. Dites-moi, Luc, quel est le prix exact de votre orgueil blessé? Car cette somme extravagante que vous avez payée me semble bien plus parler de votre obsession que de ma chute. » Elle n'employait plus le tutoiement familier de leur jeunesse, mais un vouvoiement formel, une barrière de glace érigée pour lui rappeler la distance qui les séparait désormais. Elle n'était peut-être plus riche, mais elle possédait encore cette arrogance aristocratique, sa dernière arme. Le coup porta. Une lueur imperceptible passa dans les yeux de Luc, une surprise mêlée d'une colère nouvelle. Il s'attendait à des larmes, à une soumission craintive, pas à cette provocation glaciale. Son orgueil à elle, intact malgré la ruine, était un miroir insupportable de son propre orgueil à lui. Il franchit la distance qui les séparait en 2 longues enjambées, s'arrêtant si près qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps. L'air entre eux devint électrique, saturé d'une tension presque palpable. Son parfum à elle, une fragrance florale et sophistiquée, luttait contre l'odeur brute de cuir et de cheval qui émanait de lui. Il la dominait de toute sa hauteur, son ombre l'engloutissant presque entièrement. Il cherchait une fissure dans son armure, une faille par laquelle s'engouffrer, mais ne trouvait que le reflet de sa propre fureur dans ses prunelles dilatées.
Il se pencha vers elle, son souffle chaud effleurant la peau sensible de son cou. Elle frissonna involontairement, un mélange de peur et d'une étrange anticipation. « L'obsession », murmura-t-il, sa voix un grondement sourd contre son oreille. « Non, c'est de la mémoire. Je me souviens de chaque mot que tu as prononcé ce jour-là. Un garçon comme toi ne pourra jamais m'offrir le monde. Tu avais raison. » Il marqua une pause, la laissant suspendue à ses lèvres. « Alors j'ai construit mon propre monde, un monde où je peux acheter des filles comme toi. » La cruauté du propos était chirurgicale, conçue pour frapper là où ça faisait le plus mal, pour lui rappeler non seulement sa chute, mais aussi sa propre superficialité passée. Il ne la touchait pas, mais ses paroles étaient une caresse empoisonnée, une violation plus intime que n'importe quel contact physique. Puis aussi vite qu'il s'était approché, il recula, lui redonnant son espace, mais la laissant chancelante, l'écho de ses mots résonnant en elle. La température de la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. L'intensité du moment s'était dissipée, remplacée par un vide glacial. Il lui tourna le dos, un geste de congédiement définitif. « La chambre est la première porte à gauche en haut de l'escalier. Ne descends pas avant que je ne t'y autorise. » Son ton était redevenu celui d'un maître, donnant un ordre à un serviteur. Il quitta la pièce sans un regard en arrière, la laissant seule au milieu de ce décor étranger, le cœur battant une cadence sauvage contre ses côtes. Elle était prisonnière, humiliée, mais pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vivante, secouée par une tempête d'émotions violentes qui valait mieux que le silence engourdi de sa déchéance. Elle monta les escaliers de bois brut, chaque marche craquant sous ses talons fins comme un soupir de protestation. La chambre était d'une simplicité monacale, presque une insulte à son passé. Un lit en fer forgé, une armoire en chêne et une unique fenêtre qui s'ouvrait sur l'immensité sauvage des marais. Il n'y avait ni miroir doré, ni tapis perçant, ni le moindre écho de la vie qu'elle avait connue. C'était une cellule, conçue non pour le confort, mais pour l'effacement. Elle se laissa tomber sur le lit, le matelas ferme sous son corps habitué à la douceur du duvet. Le silence de la Camargue était total, un vide assourdissant qui la forçait à entendre le tumulte de ses propres pensées. Elle ferma les yeux, mais l'image de son regard glacial était gravée sur ses paupières. Elle n'était pas seulement sa prisonnière, elle était le miroir vivant de sa blessure, et il comptait bien le polir chaque jour avec son humiliation. Le lendemain matin, le soleil la réveilla, une lame de lumière crue qui tranchait l'obscurité de la pièce. Sur le seuil de sa porte, posée à même le sol, se trouvaient des vêtements de travail, une chemise en toile épaisse, un pantalon de cavalier usé et des bottes couvertes de boue séchée. Il n'y avait pas de mots, pas d'explication, juste cet ordre muet et humiliant. Sa garde-robe de créateur avait été remplacée par l'uniforme de ses serviteurs d'autrefois. Une vague de fureur la submergea, si violente qu'elle dut s'agripper au montant de la porte. C'était un jeu cruel, une mise en scène macabre destinée à la briser pièce par pièce. Elle resta là, immobile, pendant de longues minutes, la soie de sa chemise de nuit contrastant avec la rudesse du bois sous ses doigts. Puis, lentement, avec une détermination glaciale, elle se déshabilla et enfila la tenue de sa nouvelle condition. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de l'avoir refusée. Elle jouerait son rôle, mais elle en changerait le scénario. Lorsqu'elle descendit, il l'attendait dans la cour, adossée à une barrière en bois, une tasse de café fumant à la main. Il la toisa de la tête aux pieds, un pli imperceptible au coin de ses lèvres, la seule indication de sa surprise. Il s'attendait sans doute à une crise de larmes, à un refus outragé. Au lieu de cela, il vit une silhouette élancée, presque aristocratique, même dans ses vêtements grossiers qui le fixaient avec un calme déconcertant. Le pantalon moulait ses hanches d'une manière inattendue, et la chemise, bien que trop grande, ne parvenait pas à dissimuler la finesse de ses poignets. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon strict, dégageant la ligne pure de son cou, un geste de défi qui transformait l'uniforme de la honte en une étrange parure. Elle avait accepté l'humiliation, mais elle la portait comme une couronne. Le jeu venait de prendre une tournure qu'il n'avait pas anticipée. Son contrôle commençait déjà à lui échapper. Sans un mot, il lui fit signe de le suivre vers les écuries. L'odeur puissante des chevaux, un mélange de foin, de cuir et de sueur animale, l'enveloppa. C'était l'odeur de son monde, un parfum de terre et de labeur qu'elle avait autrefois associé à la pauvreté. Il lui tendit une fourche. « Les box ont besoin d'être nettoyés », dit-il simplement,
sa voix neutre ne masquant pas la jouissance qu'il tirait de la situation. Elle prit l'outil, ses mains manucurées se refermant sur le bois rugueux. Elle le regarda droit dans les yeux, un éclat de défi brillant dans ses prunelles. Puis elle se tourna et entra dans le premier box, le bruit de la fourche raclant le sol en pierre brisant le silence. Elle travaillait avec une lenteur calculée, chaque mouvement étant une démonstration de sa résistance passive. Elle était là. Elle obéissait à l'ordre, mais son âme restait à des milliers de kilomètres, inaccessible et inviolée, dans les palais de sa mémoire. Il la regardait travailler, dissimulée dans l'ombre d'une porte, une sensation étrange et contradictoire le rongeant de l'intérieur. Il y avait une grâce inattendue dans ses gestes, une fluidité qui transformait cette tâche dégradante en une sorte de ballet silencieux. La lumière du matin filtrait à travers les lattes de bois, créant des zébrures dorées sur son dos courbé, illuminant les fines mèches de cheveux qui s'échappaient de son chignon. Il avait imaginé cette scène des milliers de fois, l'héritière orgueilleuse à genoux dans la paille, brisée. Mais la réalité était différente. Elle n'était pas brisée. Elle était pliée, certes, mais sous la surface de son obéissance, il sentait une volonté d'acier, une dignité qui le mettait au défi. Cette vision le troublait plus que ne l'aurait fait sa rébellion. Il voulait la haïr pour ce qu'elle lui avait fait, mais il se surprenait à admirer la force qu'elle déployait pour lui résister sans un mot. Le soir venu, le dîner fut un champ de bataille silencieux. Ils étaient assis l'un en face de l'autre à la grande table en bois, séparés par une distance qui semblait infranchissable. Le crépitement du feu dans l'âtre était le seul son, accompagné du cliquetis de leur couvert contre la faïence. Il avait préparé un repas simple, un ragoût de taureau, un plat rustique à des années-lumière de la cuisine raffinée dont elle avait l'habitude. Elle mangeait lentement, chaque bouchée étant une concession. Puis elle posa sa fourchette et leva les yeux vers lui. « Vous avez construit tout cela pour me le montrer, » dit-elle, sa voix n'étant pas une question mais une constatation. « Ce domaine, ces chevaux, ce pouvoir, tout cela pour prouver que le garçon que j'ai connu est mort. Mais en le regardant, je me demande si vous n'avez pas simplement construit la plus belle des prisons autour de son souvenir. » Le coup porta avec une précision chirurgicale, frappant non pas l'homme riche, mais le garçon blessé qu'il s'efforçait de cacher. Sa réplique avait touché une corde sensible, une vérité qu'il s'était efforcé d'enterrer sous des couches de succès et de rancœur. Le masque de froide indifférence de Luc se fissura, laissant entrevoir la fureur brute qu'il contenait. Sa vengeance, jusqu'alors un jeu psychologique confiné au mur de son domaine, allait prendre une dimension publique et bien plus cruelle. Le lendemain, il lui annonça, d'un ton qui n'admettait aucune discussion, qu'ils assisteraient à la fête annuelle des gardiens, un événement où toute l'aristocratie terrienne de Camargue se retrouvait. Il voulait l'exhiber, la présenter non comme une invitée mais comme son trophée, la preuve vivante de sa victoire sur le passé. Il lui jeta une robe simple, en lin blanc, une tenue d'une modestie presque insultante pour celle qui avait régné sur les bals parisiens. Chaque détail était une pierre ajoutée à l'édifice de son humiliation, un moyen de la dépouiller de son identité, de la réduire à l'ombre d'elle-même dans son propre théâtre. Leur arrivée fut un spectacle en soi. La musique gitane s'élevait dans l'air du soir, mêlée aux rires et aux parfums des pins chauffés par le soleil. Des feux de joie crépitaient, projetant des ombres dansantes sur les visages burinés des hommes et des femmes de cette terre. Luc fut accueilli avec une déférence marquée, des poignées de main viriles et des sourires respectueux. Il était un roi dans son royaume, un homme craint et admiré, mais les regards qui se posaient sur Élodie étaient d'une autre nature. Ils étaient un mélange de curiosité malsaine, de mépris à peine voilé et d'une pitié condescendante. Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. C'était elle, la Parisienne déchue, l'objet du scandale du mois. Luc ne fit rien pour la protéger de ces regards assassins. Au contraire, il posa une main possessive au creux de ses reins, un geste qui la marquait comme sa propriété, un étendard de sa puissance, la clouant au pilori de la curiosité publique. Un homme se détacha d'un groupe, un verre à la main, un sourire carnassier aux lèvres. C'était Antoine de Valois, un propriétaire terrien rival dont l'élégance surannée contrastait avec la force brute de Luc. Il reconnut Élodie, l'ayant croisée autrefois dans les salons parisiens. « Dubois », dit-il avec une fausse cordialité, son regard la balayant de la tête aux pieds. « Quelle surprise de vous voir si loin de vos avenues. Les temps changent, n'est-ce pas ?» Puis,
Se tournant vers Luc, il ajouta d'une voix assez forte pour que tous entendent. « Alors, Luc, tu nous présentes ton dernier achat. Dis-moi, combien pour une danse avec le lot principal ?» L'insulte était directe, brutale, conçue pour humilier non seulement Élodie, mais aussi pour défier Luc sur son propre terrain. Le silence se fit autour d'eux, un cercle de visages avides, attendant la suite de cette exécution publique. Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. La réponse de Luc fut le coup de grâce. Au lieu de la défendre, de pulvériser Antoine d'un seul regard noir dont il avait le secret, il entra dans le jeu macabre. Un sourire glacial, presque imperceptible, étira ses lèvres. Il regarda Antoine droit dans les yeux, puis laissa son regard glisser sur Élodie avec une lenteur calculée, comme un expert évaluant une marchandise. « Elle n'est pas à louer ce soir, Valois », répondit-il d'une voix calme et tranchante. « Je n'ai pas encore fini de l'apprécier. Mais qui sait, peut-être que la semaine prochaine, si tu y mets le prix, je pourrais envisager ton offre. » La phrase tomba comme un couperet, la déshumanisant complètement, la réduisant à un objet de transaction. Les rires gras du groupe d'Antoine éclatèrent, brisant le silence tendu. C'était pire qu'une insulte. C'était la confirmation publique, de la bouche même de son geôlier, qu'elle n'avait plus aucune valeur humaine. Ce fut trop. Une vague de nausée la submergea, un mélange de honte et de rage impuissante. Sa fierté, sa dernière armure, venait de voler en éclats. Sans un mot, sans un regard pour l'homme qui venait de la crucifier en public, elle tourna les talons et s'enfuit. Elle se fraya un chemin à travers la foule, bousculant les corps, ignorant les exclamations surprises. Elle courait à l'aveugle, loin des lumières cruelles du festival, loin des visages, loin de sa voix. Elle s'enfonça dans la nuit, ses pieds s'emmêlant dans les herbes hautes, l'air frais de la Camargue brûlant ses poumons. C'est là, seule dans l'obscurité protectrice, qu'elle s'autorisa enfin à s'effondrer. Les larmes, si longtemps contenues, jaillirent dans un flot ininterrompu, des larmes brûlantes de désespoir, de solitude et d'une humiliation si profonde qu'elle avait l'impression de lui arracher l'âme. Elle n'était plus rien, juste une douleur qui pleurait dans le silence. Luc la regarda disparaître dans la pénombre, le sourire de façade s'effaçant instantanément de son visage. Une lueur étrange traversa son regard, un mélange de surprise et d'un malaise inattendu. Il avait voulu la briser, la voir pliée sous le poids de son mépris. Il avait réussi. Mais la vision de sa fuite éperdue, de sa silhouette fragile disparaissant dans la nuit, lui laissa un goût de cendre dans la bouche. Sa victoire était amère, vide. Le triomphe qu'il avait imaginé pendant 10 ans ne lui apportait aucune satisfaction, seulement un sentiment de dégoût pour sa propre cruauté. Il se tourna vers Antoine, ses yeux devenus 2 éclats de glace. Son expression était si menaçante que l'autre homme recula instinctivement. La fête continuait autour de lui, mais pour Luc, la musique s'était tue. Il était seul avec l'écho de ses propres mots et le poids d'un acte qui avait peut-être franchi une limite irréparable. Les sons de la fête qui lui avaient apparu quelques instants plus tôt, la bande-son de son triomphe, n'étaient plus qu'un vacarme discordant qui lui vrillait les tempes. Luc resta immobile au milieu du tumulte, un verre de vin oublié à la main, tandis que le vide laissé par la fuite d'Élodie grandissait en lui, un froid glacial qui éteignait la chaleur de sa vengeance. Il vit le visage ricanant d'Antoine de Valois, et pour la première fois, ce ne fut pas de la haine qu'il ressentit, mais un profond dégoût de lui-même. Il avait utilisé la bassesse d'un autre pour assouvir sa propre rancœur, se rabaissant à son niveau. Il avait voulu la voir à genoux, mais en la brisant, il avait senti quelque chose se fêler en lui. Le pouvoir qu'il avait tant cherché à lui exposer lui semblait soudain une chose laide et stérile. Sans un mot d'excuse, il tourna le dos à ses invités, à son monde, et marcha d'un pas rapide vers la nuit mue par une urgence qu'il ne comprenait pas, celle de réparer une chose qu'il avait délibérément détruite. Pendant ce temps, loin des feux et des rires cruels, Élodie avait trouvé refuge au bord d'un étang silencieux, où la lune se reflétait comme un miroir brisé à la surface de l'eau noire. Les larmes avaient cessé de couler, laissant derrière elle le calme glacial du désespoir absolu. Elle contempla son reflet, une silhouette fantomatique vêtue de lin blanc, et ne se reconnut pas. La femme parée de diamants qui riait dans les salons parisiens semblait appartenir à une autre vie, à un conte de fées dont elle avait été brutalement expulsée. Le silence de la Camargue, si oppressant au début,
l'enveloppait maintenant d'un linceul apaisant. Il n'y avait plus de juges ici, seulement le murmure du vent dans les roseaux et le cri lointain d'un oiseau de nuit. Pour la première fois depuis sa chute, elle ne se sentait plus humiliée, mais simplement vide, dépouillée de son nom, de sa fierté, de son passé. Il ne restait plus que cette douleur nue, pure et terriblement solitaire. Luc arriva au mas, le cœur battant d'une anxiété inconnue. Il s'attendait à la trouver dans sa chambre, recroquevillée sur son lit, ou peut-être en train de préparer une valise dans un geste de défi futile. Mais la pièce était vide, le lit impeccablement fait, comme si elle n'y avait jamais dormi. Une peur irrationnelle, plus forte que sa colère ou son orgueil, le saisit à la gorge. Il avait voulu la contrôler, la posséder, mais il n'avait jamais envisagé qu'elle puisse simplement disparaître. Il sortit en trombe dans la cour, scrutant l'obscurité qui s'étendait à perte de vue. « Élodie !» Son propre cri lui parut étranger, un son rauque et désespéré avalé par l'immensité de la nuit. Le silence qui lui répondit fut plus terrifiant que n'importe quelle insulte. Dans ce vide, il comprit que le jeu avait changé. Il n'était plus le maître tout-puissant de sa vengeance, mais un homme seul face à la possibilité d'une perte bien plus grande que celle de son orgueil. Elle entendit son appel, une déchirure dans la trame silencieuse de la nuit. La voix de Luc, dépouillée de son arrogance habituelle, portait une note de panique qui la surprit. Une partie d'elle, la partie blessée et vengeresse, eut envie de rester cachée, de le laisser mariner dans cette angoisse qu'il avait lui-même provoquée. Mais une autre émotion, plus complexe et plus profonde, émergea des décombres de son cœur. Elle repensa à la cruauté de ses mots à la fête, et pour la première fois, elle n'y vit pas la marque d'un homme puissant, mais le rugissement d'un animal blessé, piégé depuis 10 ans dans la cage de son ressentiment. Sa propre douleur était vive, mais elle reconnut la sienne, une blessure symétrique qui les liait l'un à l'autre dans une danse macabre. Elle ne se sentait pas capable de pardonner, pas encore, mais une étrange et douloureuse compassion commençait à poindre, l'empêchant de savourer cette petite victoire silencieuse. Il la trouva enfin, une tache de lumière pâle assise sur la berge. Il s'arrêta à quelques pas, le souffle court, n'osant pas briser le fragile équilibre du moment. Il avait préparé des ordres, des menaces, des justifications, mais tous les mots se bloquèrent dans sa gorge face à sa silhouette immobile. Elle ne pleurait plus. Elle le regardait simplement, et dans ses yeux clairs sous la lune, il ne vit ni haine ni peur, mais une immense lassitude qui faisait écho à la sienne. L'abîme qui les séparait était toujours là, creusé par une décennie de silence et une soirée de cruauté. Mais pour la première fois, ils se tenaient tous les deux au bord du même précipice, regardant le même vide. Il ouvrit la bouche pour parler, pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun son ne sortit. Le silence devint sa seule confession, l'aveu muet de sa culpabilité et de son impuissance. L'homme qui avait acheté sa présence n'avait plus rien à lui dire. Sans un mot, elle se leva, le lin blanc de sa robe frôlant les herbes hautes. Elle ne le regarda pas, mais commença à marcher lentement sur le chemin de terre qui menait au mât. Après un instant d'hésitation, il lui emboîta le pas, gardant une distance respectueuse, comme s'il craignait de l'effrayer. Ils marchèrent ainsi, deux ombres se déplaçant dans la nuit camarguaise, enveloppées par un silence qui n'était plus hostile, mais chargé d'une gravité nouvelle. Chaque pas était une trêve tacite, une reconnaissance que les mots n'avaient plus leur place pour l'instant. Le parfum de la terre humide, le chant des grillons, le souffle du vent étaient les seuls témoins de ce retour improbable. Lorsqu'ils atteignirent le seuil de la maison, la porte ouverte ne symbolisait plus l'entrée d'une prison, mais un refuge précaire contre les fantômes qu'ils avaient tous deux déchaînés. Cette nuit-là, ils dormirent sous le même toit, séparés par un mur, mais unis par le poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Le lendemain, l'aube se leva sur une Camargue lavée par la nuit, mais le mât restait prisonnier d'un silence plus dense que la brume sur les étangs. La trêve fragile de leur retour nocturne s'était transformée en une attente insoutenable. Chaque craquement du plancher, chaque soupir du vent dans la cheminée semblait amplifié, porteur d'une tension qui vibrait dans l'air. Luc l'observait de loin, alors qu'elle se tenait près de la grande fenêtre, contemplant les chevaux qui galopaient en liberté. Son regard n'avait plus la dureté prédatrice des premiers jours. Il y avait maintenant une confusion, une incertitude,
qui trahissait la fissure dans son armure de vengeance. Il avait voulu la voir brisée, mais sa résilience silencieuse et la dignité qu'elle portait dans sa détresse avaient commencé à éroder ses propres certitudes. Il ne savait plus quel rôle jouer dans ce drame qu'il avait lui-même écrit, car l'héroïne refusait de suivre son scénario. Puis le ciel de Camargue, changeant et imprévisible comme le cœur des hommes, se déchira. Le soleil disparut derrière un rideau de nuages noirs et le vent se leva en une plainte furieuse qui balaya la plaine. En quelques minutes, la tempête éclata avec une violence inouïe, transformant le monde extérieur en un chaos d'eau et de fureur. Le martèlement de la pluie contre les vitres était assourdissant, isolant le masque du reste de l'univers, le transformant en une arche fragile au milieu d'un déluge. Ils étaient piégés, prisonniers non plus seulement de leur passé, mais des éléments déchaînés qui semblaient vouloir purger l'air de tout leur non-dit. La tempête n'était pas une simple coïncidence, elle était le catalyseur, la force brute qui allait les obliger à s'affronter, sans échappatoire possible, dans le huis clos de cette maison chargée d'histoire et de ressentiment. La panne d'électricité les plongea dans une semi-obscurité, seulement éclairée par les lueurs dansantes du feu dans l'âtre. Le vacarme extérieur rendait toute parole superflue, jusqu'à ce que Luc, dans un moment d'accalmie, se tourne vers elle. Son visage, sculpté par les ombres, avait perdu toute trace d'arrogance. Il n'était plus le roi de son domaine, mais un homme nu face à ses fantômes. Pourquoi ? Sa voix était à peine un murmure, un son rauque et brisé qui se fraya un chemin à travers le grondement de la tempête. Après tout ce temps, c'est la seule chose que je veux savoir. Pourquoi, Élodie ? Ce n'était plus une accusation, mais une supplique. La question qui l'avait hanté pendant 10 ans, qui avait nourri sa colère et bâti sa fortune, était enfin posée, dépouillée de tout orgueil. Il lui offrait sa vulnérabilité sur un plateau, le cœur du garçon qu'elle avait abandonné, battant sous la poitrine de l'homme qu'il était devenu. Élodie le regarda, et dans la lueur vacillante du feu, elle vit pour la première fois la profondeur de sa blessure, un abîme qui faisait écho au sien. Les mots lui manquaient, car aucune explication ne pourrait jamais effacer une décennie de douleur. Alors, elle choisit une autre voie. Sans un mot, elle monta à l'étage, ses pas se perdant dans le fracas de la tempête. Elle revint quelques instants plus tard, tenant dans sa main un objet qu'elle avait protégé de tous les naufrages de sa vie, un trésor caché dans la doublure de son unique sac de voyage. C'était une photographie, son papier jauni par le temps, ses coins usés par les années de contemplation secrète. Elle s'approcha de lui, le cœur battant à tout rompre, et lui tendit ce fragile morceau de son passé. Ce n'était pas une excuse, ni une justification. C'était la vérité, nue et silencieuse, la seule réponse possible à sa question. Il prit la photographie avec une méfiance mêlée de curiosité, ses doigts calleux contrastant avec la fragilité du papier. La lumière du feu dansa sur l'image, révélant le visage souriant d'une petite fille. Une enfant d'environ 9 ans, aux cheveux blonds comme les blés, assise sur une balançoire. Mais ce n'étaient pas ses cheveux qui le figèrent sur place, c'étaient ses yeux. Des yeux d'un bleu profond et intense, pétillant de malice et de vie. Ses yeux à lui, le même regard qu'il croisait chaque matin dans le miroir. La tempête au dehors devint un murmure lointain. Le monde se contracta pour ne plus être que ce petit rectangle de papier entre ses mains. Le souffle coupé, il leva la tête vers Élodie, ses propres yeux noyés d'une incompréhension totale. Elle murmura alors un seul mot, un prénom qui fit basculer son univers sur son axe. Chloé. Elle s'appelle Chloé. La vengeance, ce moteur puissant qui l'avait animé pendant une décennie, cette flamme noire qui avait consumé sa jeunesse et forgé son empire, s'éteignit en un instant. Elle fut remplacée par un vide vertigineux, puis par une déferlante d'émotions si violentes qu'il dut s'agripper à la table pour ne pas tomber. Chloé, une fille, sa fille. Les 7 jours d'humiliation, le prix exorbitant payé au l'élan, la cruauté calculée, tout cela lui parut soudain grotesque. La tragique mise en scène d'un homme qui se battait contre des fantômes alors que la vie, la vraie vie, avait continué sans lui. Il regarda à nouveau la photo, puis le visage d'Élodie baigné de larmes silencieuses. Il n'était plus son geôlier, son juge ou son bourreau. Il n'était qu'un père qui venait de découvrir l'existence de son propre cœur, un cœur qui battait depuis 9 ans dans la poitrine d'une enfant qu'il n'avait jamais connue,
Le jeu était terminé et il avait tout perdu pour peut-être enfin tout gagner. Le souffle de Luc se brisa, un son âpre et douloureux dans le silence soudainement assourdissant de la pièce. La fureur de l'orage au dehors n'était plus qu'un écho lointain face au cataclysme qui venait de dévaster son âme. Il tenait la photographie comme si elle pouvait le brûler. Ce petit carré de papier contenant un univers qu'il n'avait jamais soupçonné. Ses yeux qu'il connaissait si bien, le fixaient depuis le visage d'une enfant. Une fille, sa fille. 10 années de haine, de travail acharné, de vengeance méticuleusement planifiée, tout s'effondra en une fraction de seconde, laissant un vide abyssal. Il releva la tête vers Élodie, son regard n'exprimant plus la colère ni le triomphe, mais une vulnérabilité si profonde, si nue, qu'elle en était presque insoutenable. Le roi de Camargue n'était plus qu'un homme à genoux devant le fantôme d'un amour qu'il croyait mort et qui venait de lui donner la plus incroyable des postérités, cachée derrière un voile de mensonges et de sacrifices. Sa voix à elle était à peine un murmure, mais elle portait le poids d'une décennie de silence et de larmes ravalées. « Mon père menaçait de te détruire », confessa-t-elle, les mots s'échappant enfin de la prison de son cœur. « Pas seulement ta réputation, mais ta vie. Il t'aurait écrasé, Luc. Il t'aurait fait disparaître de la surface de la terre sans laisser de traces. J'étais jeune, terrifiée, prise au piège entre mon amour pour toi et la peur de ce qu'il pouvait te faire. Te quitter était la seule façon de te sauver. » Elle marqua une pause, son regard se perdant dans les flammes. Garder Chloé secrète était la continuation de ce sacrifice. Chaque jour, je la regardais grandir. Je voyais tes yeux dans les siens, et je priais pour qu'elle ait ta force, loin de ce monde toxique qui nous avait brisés. Ce n'était pas pour te punir, c'était pour la protéger, et pour te protéger toi aussi, du poison de ma famille. Chaque mot était une pièce du puzzle qui redessinait entièrement la carte de leur passé. Il écoutait, immobile, chaque syllabe d'Élodie, éteignant une à une les flammes de sa rancœur pour les remplacer par une rage nouvelle, froide et impuissante, dirigée contre les fantômes du passé, contre ce père tyrannique et contre sa propre cécité. Il avait bâti un empire sur les fondations d'un malentendu, d'un sacrifice qu'il avait pris pour une trahison. La femme qu'il avait voulu humilier était celle qu'il avait protégée au péril de son propre bonheur. Il se sentit soudain petit, son pouvoir et sa fortune n'étant que les jouets dérisoires d'un enfant blessé. Lentement, comme s'il craignait de la briser, il tendit la main et ses doigts effleurèrent les siens. Le contact fut électrique, une décharge qui parcourut 10 ans de distance en un instant. L'orage à l'extérieur commençait à s'apaiser, les grondements du tonnerre s'éloignant, laissant place au doux crépitement du feu qui léchait les bûches dans l'âtre, purifiant l'air de la pièce. Alors, dans un geste qui abolissait toutes les barrières, toute la douleur et tout l'orgueil, il l'attira contre lui. Ce n'était pas l'étreinte possessive du maître, mais l'abandon total d'un homme retrouvant une part de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. Élodie s'effondra contre son torse, son corps secoué de sanglots silencieux, libérant enfin le poids de son secret. Il la serra plus fort, enfouissant son visage dans ses cheveux dont le parfum se mêlait à l'odeur de la pluie et de la terre mouillée. Leurs cœurs battaient à l'unisson, une cadence chaotique qui disait la violence de leur retrouvailles. Il n'y avait plus de vainqueurs ni de vaincus, plus de juges ni de coupables, seulement 2 âmes brisées qui tentaient de se recoller l'une à l'autre dans l'obscurité, leurs larmes se mêlant pour laver les cicatrices du passé. Le silence qui s'installa entre eux n'était plus une arme, mais un sanctuaire où leur souffrance pouvait enfin se reposer et commencer à guérir. Il s'écarta juste assez pour pouvoir la regarder dans les yeux, ses mains encadrant son visage avec une tendresse infinie, essuyant ses larmes du pouce. Sa voix, quand il parla, était méconnaissable, débarrassée de toute sa dureté, vibrante d'une émotion brute qui venait des profondeurs de son être. « Emmène-moi la voir », murmura-t-il. Ce n'était pas un ordre, mais une prière. « S'il te plaît, Élodie, je ne veux pas perdre une seconde de plus. » Dans cette simple phrase, il lui offrait sa reddition complète. Il renonçait à sa vengeance, à son orgueil, à son royaume de solitude. Tout ce qu'il avait construit pour lui prouver sa valeur ne signifiait plus rien face à la promesse de ce visage sur la photographie. Il voulait être un père. Il voulait reconstruire une famille sur les ruines de leur amour. Il lui offrait non pas son pardon, car il comprenait maintenant qu'il n'y avait rien à pardonner, mais son avenir, entièrement, sans condition.
Alors que la tempête s'achevait, laissant derrière elle un ciel lavé et limpide, les premières lueurs de l'aube se glissèrent à travers la fenêtre, baignant la pièce d'une lumière douce et pleine de promesses. Le monde extérieur semblait renaître, purifié par la violence de la nuit, tout comme leur cœur meurtri. Luc prit la main d'Élodie, leurs doigts s'entrelaçant naturellement, un pacte silencieux scellé dans la quiétude du matin naissant. Ils se tinrent là, côte à côte, regardant le soleil se lever sur les terres sauvages de Camargue, un paysage qui n'était plus le théâtre d'une vengeance, mais le berceau possible d'une nouvelle vie. La porte de la cage s'était ouverte, non pas pour la laisser partir, mais pour qu'ils puissent enfin la rejoindre. Le contrat qui les liait pour 7 jours était devenu caduc, remplacé par un lien éternel, celui du sang et d'un amour qui, contre toute attente, avait survécu à la plus violente des tempêtes. Le voyage de retour n'avait rien de commun avec l'aller. Le silence dans l'habitacle n'était plus une arme, mais un cocon fragile où germait une nouvelle intimité. La Camargue sauvage, avec ses paysages bruts et sa lumière crue, s'effaçait peu à peu dans le rétroviseur, remplacée par les douces collines de Provence. Leurs mains, posées sur la console centrale, s'étaient retrouvées et ne s'étaient plus quittées, un contact timide qui disait plus que tous les mots du monde. Luc conduisait, mais son attention n'était plus celle, féroce et contrôlée, du ravisseur. Son regard, autrefois une lame de glace, était maintenant celui d'un pèlerin approchant de son sanctuaire, un mélange d'appréhension et d'une tendresse si profonde qu'elle en était douloureuse. Il ne la regardait pas, mais il sentait sa présence, son souffle, le poids de cette décennie de sacrifices qu'elle avait porté seule. Il ne se dirigeait plus vers une destination, mais vers le début de sa véritable vie, une vie dont il avait ignoré l'existence. Ils arrivèrent devant un pensionnat discret, une vieille bâtisse en pierre entourée d'un parc où riaient des enfants. Le lieu respirait une quiétude presque anachronique, un havre de paix loin de la fureur du monde parisien et de la solitude sauvage de la Camargue. C'est là qu'elle l'avait caché, là qu'elle l'avait protégé. Et puis il la vit. À travers la grille en fer forgé, une petite fille aux cheveux blonds courait après un ballon rouge, son rire cristallin flottant dans l'air frais de l'après-midi. Elle trébucha, tomba sans se faire mal et se releva en secouant la tête avec une moue boudeuse, qui était une réplique exacte de la sienne. Et ses yeux, lorsqu'elle se tourna vers eux, étaient 2 éclats de ciel d'été, ses yeux à lui. Le souffle de Luc se coupa net. La photographie avait été une révélation, mais la réalité était un coup de foudre, une flèche de tendresse pure qui transperça la carapace de ses regrets et le laissa sans défense, un géant terrassé par l'amour. Élodie lui prit la main et le guida à l'intérieur du parc, chaque pas sur le gravier crissant, semblant résonner dans le silence de son cœur. La petite fille arrêta de jouer en les voyant approcher, son regard curieux passant de sa mère à cet homme immense qui la fixait avec une intensité bouleversante. « Chloé », dit doucement Élodie, sa voix tremblante. « Je te présente Luc. » Luc s'agenouilla lentement, un mouvement difficile pour son grand corps, pour se mettre à la hauteur de l'enfant. Il ne pouvait pas parler, la gorge nouée par une émotion trop vaste. Il tendit simplement une main, une paume large et calleuse, offerte avec une hésitation infinie. Chloé, sans la moindre peur, s'approcha et posa ses petits doigts sur les siens, explorant cette nouvelle texture avec une confiance désarmante. « Bonjour », dit-elle simplement. Et ce simple mot, ce son innocent brisa la dernière digue. Un sanglot silencieux secoua les larges épaules de Luc, des larmes de gratitude et de remords traçant un chemin sur son visage buriné. Quelques semaines plus tard, Paris scintillait sous les lumières d'un gala de charité, dans le même salon doré où la chute d'Élodie avait été scellée. Mais ce soir, l'atmosphère était différente. Luc, debout sur l'estrade, n'était pas venu pour conclure une affaire ou asseoir son pouvoir. Il tenait un micro, et le silence qui se fit dans l'assemblée n'était pas celui de la curiosité malsaine, mais d'une attente respectueuse. Il ne parla ni de chevaux, ni de fortune. Sa voix, habituellement un commandement, était une confession. Il parla d'un amour de jeunesse brisé par l'orgueil des hommes, d'une décennie de malentendus, et d'une vengeance qui s'était révélée être la plus grande des erreurs. Puis son regard trouva celui d'Élodie, qui se tenait dans la foule, magnifique, dans une robe simple qui n'avait plus besoin de crier sa valeur. « J'ai cru acheter une semaine de sa vie,
dit-il, sa voix vibrant d'émotion. Mais elle m'a offert l'éternité en me rendant un trésor que j'ignorais posséder. Il descendit de l'estrade, traversa la mer de visage stupéfait et s'arrêta devant elle. Là, sous les lustres de cristal et devant le monde qu'il avait jugé et condamné, Luc, l'homme qui avait bâti un empire sur sa colère, posa un genou à terre. L'homme qu'il avait acheté était maintenant à ses pieds, non pas dans un geste de soumission, mais dans l'acte de dévotion le plus pur. Il ne sortit pas un diamant ostentatoire, mais une simple bague en or blanc, gravée à l'intérieur d'un cheval sauvage au galop. « Je n'ai plus de vengeance à t'offrir, Élodie Dubois, murmura-t-il pour qu'elle seule l'entende, mais que tous le devinent. Seulement une vie à construire, un foyer à bâtir, et le cœur d'un père pour notre fille. Épouse-moi. » Son oui fut un souffle, une larme qui roula sur sa joue, mais il résonna comme un serment dans le silence absolu de la salle, scellant la fin d'un contrat de haine et le début d'une promesse d'amour. L'image finale n'était pas celle d'un triomphe public, mais d'un bonheur privé. Luc, Élodie et Chloé, debout devant la grande fenêtre du mas en Camargue, regardant le soleil se coucher sur les étangs et colorer le ciel de teintes roses et dorées. La porte, autrefois symbole d'une prison, était maintenant celle d'un foyer. La terre sauvage, autrefois théâtre d'une vengeance, était devenue le berceau de leur famille. Leurs silhouettes enlacées se découpaient dans la lumière du soir, une trinité parfaite née des cendres de l'orgueil et du pardon. L'homme puissant avait découvert que sa plus grande force résidait dans sa vulnérabilité, et l'héritière déchue avait trouvé que sa plus grande richesse était un amour qu'aucun argent ne pouvait acheter. Quelle partie de ce voyage tumultueux vous a le plus ému? Dites-le nous dans les commentaires. Et si les histoires où l'amour triomphe de tout font battre votre cœur, partagez cette vidéo et rejoignez-nous pour la prochaine.